Salut tout le monde. Avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, je voulais me présenter comme une voix inconnue pour la plupart d'entre vous. Je suis TJ Roush, le scénariste et producteur des documentaires d'investigation majeurs de notre chaîne. J'ai proposé l'idée de Cold Case Detective il y a presque 5 ans et j'ai vu sa croissance d'une petite mini-série sur Top Fives à une chaîne YouTube et un podcast géré de manière professionnelle avec une diffusion simultanée sur Amazon Prime Video. C'est un honneur et un privilège pour moi d'annoncer que dans les semaines à venir, mon rôle sur la chaîne Cold Case Detective va s'agrandir alors que je prêterai ma voix aux narrations pour les futurs documentaires d'investigation principaux ainsi que quelques vidéos de liste de temps en temps. Ayant fourni une grande partie de la recherche et des mots écrits pour CCD, je ne peux pas assez dire combien cela signifie pour moi de continuer à mettre en œuvre ma passion pour la défense des droits et raconter les histoires des victimes de crimes véritables, maintenant, sous la forme supplémentaire de voix off. Je promets que la qualité et le professionnalisme resteront toujours et que notre dévouement à fournir de l'aide à ceux qui en ont besoin reste au premier plan de notre mission et de notre concentration. Je vous apprécie tous tellement pour avoir entrepris ce voyage avec nous et nous avoir aidés à faire évoluer Cold Case Detective d'une simple émission de crimes réels en ce qu'elle est aujourd'hui et ce qu'elle sera à l'avenir. Cela étant dit, je remercie chacun d'entre vous alors que nous replongeons dans le vif du sujet. Après tout, il y a encore plus d'histoires là-bas qui attendent d'être racontées. Alors, sans plus tarder, ceci est Détective de Cold Case. L'Illinois n'est pas étranger aux criminels violents. De John Wayne Gacy à H. Holmes, l'État du Midwest a vu l'émergence de certains des pires délinquants les plus odieux. Mais l'une des histoires les plus terrifiantes qui planent sur l'Illinois est celle de la Ripper Crew, un groupe d'hommes qui a terrorisé les rues de l'État pendant les années 80 et qui s'en prenait aux femmes vulnérables et non accompagnées. La Ripper Crew était composée de 4 hommes, Robin Gucht, né en 1953, Edward Spreitzer, né en 1961, et 2 frères, Andrew et Thomas Gogoralis. Thomas est né en 1961 et son frère cadet a suivi 2 ans plus tard. De l'intérêt à pratiquer la torture et la mutilation, leurs esprits perturbés étaient motivés par un rituel bizarre et dépravé qu'ils effectuaient à l'intérieur de ce que Gecht décrivait comme leur chapelle satanique. Mais selon 3 des membres de l'équipe, ils ne faisaient que suivre les ordres de Gecht, craignant ce qu'il leur ferait s'ils disaient non. Le 1er juin 1981, les enquêteurs se sont rendus à l'hôtel Moonlee, à Villa Park, du comté de DuPage. L'hôtel, connu pour être fréquenté par des travailleurs du sexe et des trafiquants de drogue, avait une réputation douteuse. Il n'a donc pas surpris les autorités qu'un corps ait été découvert sur les lieux. Une femme de ménage a détecté une odeur répugnante. Le directeur de l'hôtel a supposé qu'elle provenait probablement d'un cadavre en décomposition. Le directeur de l'hôtel, supposant qu'il s'agissait probablement du cadavre en décomposition d'un animal, est parti à la recherche de la cause de l'odeur, mais a été alarmé lorsqu'il est tombé sur le corps d'une femme. Les restes de la femme y étaient depuis longtemps. Des parties de son squelette étaient visibles, mais le fait qu'elle ait été menottée avant que son corps ne soit jeté indiquait un homicide. Elle avait un tissu dans la bouche et sa culotte était baissée. Les enquêteurs ont découvert une petite somme d'argent dans sa chaussette, interprétant cela comme signifiant que celui qui l'avait tué n'était pas intéressé par l'argent. L'identification du corps a été difficile en raison de l'état de décomposition, et c'était particulièrement délicat étant donné que nous étions en 1981. Les avancées de la médecine légale n'étaient pas aussi importantes qu'aujourd'hui. Les détectives, en examinant les dossiers de disparition, n'ont rien trouvé de remarquable. En parlant avec des enquêteurs de Chicago qui avaient plus d'expérience dans ce genre de cas,
ils ont reçu la suggestion que la jeune femme était une travailleuse du sexe en raison du fait qu'elle gardait son argent dans ses chaussettes. Bien que ce soit une bonne information à prendre en compte, cela n'a toujours pas aidé à identifier la victime. Seulement après avoir pris les empreintes digitales et que les dossiers dentaires ont été analysés et les réponses reçues. Moins de 2 semaines après la découverte du corps, elle avait retrouvé son nom. La femme était Linda Sutton, une travailleuse du sexe de 28 ans avec une série d'arrestations qui avait disparu le 23 mai. Malheureusement, elle avait 2 enfants qui n'auraient jamais l'opportunité de la revoir. Ils étaient sous la garde de sa mère. La surprise majeure dans le cas de Linda a été apportée lorsque le médecin légiste a fini d'examiner le corps. Il a révélé que malgré l'état de décomposition, la jeune femme n'était en réalité morte que depuis 3 jours. La décomposition rapide de son corps était due aux graves blessures à sa poitrine, où ses seins avaient été enlevés, ce qui a permis aux insectes et parasites d'entrer rapidement dans le corps et d'accélérer la décomposition. Avant le 12e février 1982, un homme de 35 ans. Le 12 février 1982, une serveuse de cocktail de 35 ans a été enlevée de son véhicule. Le réservoir d'essence était vide, laissant supposer aux enquêteurs qu'elle avait manqué d'essence et tenté d'arrêter quelqu'un pour l'aider, lorsque le coupable a vu une opportunité et a frappé, l'enlevant. Elle a laissé ses clés dans le contact et son sac à main sur le siège avant. Son corps dénudé a été trouvé sur un talus près de la route et son autopsie a révélé avoir été sexuellement agressé, torturé et mutilé. Le coupable a frappé à nouveau le 15 mai 1982, presque 1 an après la disparition de Linda Sutton. Lauren Borowski traversait le parking de son lieu de travail, seule quand elle a été enlevée. Elle a été agressée sexuellement et a subi l'enroulement d'un fil autour de sa poitrine pour la séparer de son corps avant d'être finalement tuée à la hache. Elle a reçu 80 coups de couteau au total. Après l'attaque horrifique, le corps de Lauren a été jeté dans le cimetière de Clarendon Hills, à environ 15 minutes de route de Villa Park, où le corps de Linda a été laissé. Une autre femme a disparu après 2 semaines. Le 29 mai, Shui Mak a disparu en rentrant du restaurant familial à Streamwood. Elle se faisait conduire par son frère, mais ils avaient eu une dispute à propos de quelque chose et il avait déposé Shui pour qu'elle suive derrière. Mais ce n'était pas sa famille qui a finalement récupéré Shui. En fait, ses proches ne l'ont jamais revu. 4 mois plus tard, ses restes n'ont jamais été revus. 4 mois plus tard, ses restes ont été retrouvés enterrés sur un chantier. Et comme l'autre femme, le corps de Shui avait été mutilé. 2 autres semaines se sont écoulées avant qu'une autre victime ne soit prise. Heureusement, cette fois, elle a survécu. Angel York a signalé à la police que 2 hommes dans une camionnette rouge l'avaient enlevée en juin 1982, la retenant avec des menottes avant de l'agresser sexuellement et de la torturer. Elle avait été forcée d'utiliser un couteau pour entailler la peau de sa poitrine, ce qui avait rendu un homme fou. Il a davantage coupé Angel avant de se masturber dans la plaie, puis la sceller avec du ruban adhésif avant qu'elle ne soit expulsée de la camionnette, et laissée à son propre sort. L'histoire effrayante d'Angel était le cas. Le 28 août, le cas de Sandra Delaware. Le 28 août, le corps de Sandra Delaware, une adolescente prostituée, a été découvert, ayant été laissé négligemment au bord de la rivière Chicago. Ses poignets avaient en été liés avec un lacet de chaussure et elle manquait aussi un sein. Elle avait un soutien-gorge noué autour de la gorge et de multiples blessures par coups de couteau. Elle est décédée peu d'heures avant d'être trouvée. Moins de 2 semaines plus tard, 2 autres femmes, dont Rose Back Davis, 31 ans, ont disparu. Et Carole Pappas, âgée de 42 ans, ont toutes 2 disparu, indépendamment l'une de l'autre. Rose a été découverte le 8 septembre 1982, derrière un escalier d'un immeuble d'appartement. Elle a été poignardée, sexuellement agressée et étranglée. Une chaussette noire était attachée à son cou, ses habits en désordre. Son visage avait été défiguré par le coup d'une hache, et de petites plaies ponctuelles étaient éparpillées sur son abdomen. Bien que Rose ait encore ses seins, ils avaient été entaillés.
Entre-temps, Carol Pappas, épouse du lanceur Milt Pappas des Chicago Cubs, a disparu le 11 septembre. Bien qu'on ait d'abord cru qu'elle avait été victime de l'équipe du Reaper, son corps a été découvert dans un étang 5 ans après sa disparition en 1987 et sa mort a officiellement été déclarée comme une noyade accidentelle. Dans le trafiquant de drogue est son ami Alberto Rosario, âgé de 18 ans, alors qu'il se tenait à une cabine téléphonique. La fusillade en voiture a eu lieu le 6 octobre, selon une confession ultérieure d'Edward Spreitzer le 6 octobre. Selon une confession ultérieure d'Edward Spreitzer, l'équipe conduisait quand Gecht a ordonné à Spreitzer de ralentir. Il a pris 2 armes du coffre et a demandé à Spreitzer de s'arrêter. Il a ensuite ouvert le feu sur les 2 hommes, les touchant tous les 2 avec succès. Tirado est mort, mais Rosario a survécu. Tirado est la seule victime masculine du gang. À peu près à la même époque, un 2e survivant a attiré l'attention de la police. Beverly Washington, 20 ans travailleuse du sexe, a été kidnappée et agressée sexuellement par un gang qui l'a également mutilée. Son sein gauche a été retiré et l'autre fortement lacéré. Elle avait été jetée du van et laissée pour morte le long d'une voie ferrée, mais miraculeusement, elle a réussi à survivre. Elle a décrit ce qui s'est passé à la police, notant que l'homme semblait attraper toute femme seule dans la rue et les soumettre à des abus sexuels et des tortures extrêmement sadiques. Plus notablement, Beverly a pu fournir des descriptions de ses agresseurs. Elle a décrit le conducteur comme un homme blanc mince d'environ 25 ans. Il portait une chemise en flanelle et des bottes à bout carré et avait les cheveux bruns gras et une moustache. Il lui aurait offert plus d'argent qu'elle n'en demandait et semblait être nerveux. Il lui a demandé de monter dans la camionnette, brandissant un pistolet et lui ordonnant de se déshabiller. L'homme a ensuite menotté Beverly et l'a forcée à lui faire une fellation avant de la menacer de violence si elle n'avalait pas la poignée de pilules qu'il lui tendait. Alors qu'elle commençait à perdre connaissance, elle le vit tenir un cordon au-dessus de son corps. Beverly a ensuite été abandonnée près d'une voie ferrée, mais a été repérée par un inconnu qui a appelé les services d'urgence. Elle a dit à la police que la camionnette était rouge, avec des vitres teintées et une séparation en bois à l'intérieur, et qu'il y avait des plumes et une pince à roach suspendues au rétroviseur. C'était ce témoignage qui a contribué à stopper les crimes terrifiants de l'équipe du Reaper. Les informations sur l'arrêt du van de l'équipe sont contradictoires. Certains avancent que c'était des jours après la fusillade en voiture, d'autres soutiennent que c'était vers le 20 octobre. Dans tous les cas, la police a arrêté un van rouge aux vitres teintées et a noté qu'il ressemblait étrangement à celui que Beverly avait décrit. Le conducteur avait les cheveux roux, l'a agressé, mais en l'interrogeant, ils ont découvert que cet homme était Edward Spreitzer et que le van appartenait à son patron, Robin Gecht. Les autorités ont demandé à Spreitzer de mener Gecht hors de chez lui, notant qu'il correspondait à la description de Beverly. Gecht était imperturbable et nonchalant lorsque la police s'est approchée de lui. Il a dit qu'il ferait ce qu'il pouvait pour aider les enquêteurs dans leur affaire, son attitude blasée poussant les détectives à le trouver arrogant. Même si Jack n'a pas été arrêté immédiatement, sa photo a été utilisée lors d'une séance d'identification où Beverly l'a reconnu comme son agresseur. Quand les enquêteurs ont retrouvé Gecht, il était accompagné d'un avocat. 2 semaines après, une 3e survivante fut trouvée. Elle avait été attaquée de manière similaire à Beverly Washington, ayant été amenée dans la camionnette rouge et forcée de se couper avec un couteau avant d'être jetée à nouveau dans les rues. Bien qu'il ait été difficile de faire parler Gecht, Spreitzer était beaucoup plus vulnérable, semblant avoir très peur de son patron. Il a finalement craqué, avouant se sentir très coupable pour sa participation au crime. Son interrogatoire par la police a produit une déclaration de 78 pages. L'aveu de Spreitzer a informé la police de nombreux crimes dont il n'était pas au courant, y compris décrivant la mort de 2 femmes noires. Une victime était une travailleuse du sexe dont le sein gauche avait été enlevé, l'autre avait été tuée d'une balle à la tête, enchaînée et lestée avec des boules de bowling. L'obsession de Gecht pour les seins a été soulignée.
Il avait souvent décrit l'obsession sexuelle de Guck pour les seins, notant qu'il avait souvent des rapports sexuels avec la partie du corps coupée. Spritzer a été perturbé par leur crime. Il haïssait le sang et la violence, disant plus tard qu'il avait vu Guck frapper une femme avec un marteau, ce qui l'avait fait vomir. Un sein de victime, et que Gecht l'avait obligé à avoir une activité sexuelle avec les blessures. Après discussion avec Spritzer, les détectives ont présenté à Gecht, en salle d'interrogatoire distincte, des photos des victimes. Il a nié connaître la femme et semblait largement désintéressé par leurs photos ou les questions de la police. Les enquêteurs ont tenté de pousser Gecht à parler en lui montrant Spritzer interagissant avec les autres officiers. Et bien que cela n'ait pas réussi à l'ébranler, cela a eu un effet sur Spritzer, qui a commencé à revenir sur son histoire, affirmant que Geck n'a tué personne et que la faute était sur Andrew Kokoralis, le frère de sa petite amie. Avant longtemps, Andrew Kokoralis a également avoué sa part dans le gang criminel. Il a décrit leur opération consistant à arracher les femmes des rues avant de les agresser sexuellement et de les poignarder. Ils utilisaient des armes rudimentaires, telles que des couvercles de boîtes de conserve et des ouvre-boîtes, et utilisaient de façon horrifique du fil de piano pour amputer les seins de leurs victimes, ce qui leur procurait une satisfaction sexuelle. Kokoralis a admis sa participation au meurtre de Rose Davis et Lauren Borowski et a involontairement avoué qu'il avait été impliqué dans la mort de 18 femmes. Les détails qu'il a donnés sur la disparition de Sandra Delaware correspondaient à ceux notés dans le rapport d'autopsie. Les enquêteurs ont également parlé à des connaissances des hommes qui ont rapporté que Gecht demandait aux femmes qu'il connaissait de le laisser les poignarder avec des épingles et qu'il soumettait sa propre femme à des actes de violence perturbants, bien qu'elle ne l'ait jamais dénoncé ou parlé contre lui de quelque manière que ce soit. Avant longtemps, la police a établi un quatrième membre de l'équipe Reaper, le frère d'Andrew Kokoralis, Thomas, qui est décrit comme ayant un niveau d'intelligence limite, avec un QI de seulement 75. Les actes que l'équipe a commis étaient supposément effectués dans le cadre de rituels macabres qu'ils exécutaient dans leur chapelle satanique, qui n'était rien de plus que la maison de Geck. Ils croyaient qu'ils pouvaient d'une manière ou d'une autre contacter le malin, ayant prétendument été emportés par la panique satanique des années 80, mais en allant beaucoup plus loin et en l'utilisant comme une excuse pour réaliser leurs fantasmes dépravés. Selon Thomas Kokoralis, les hommes découpèrent la chair qu'ils avaient prise à leurs victimes et la consommaient. Ils s'agenouillaient aussi devant un autel que Goethe aurait apparemment chez lui, une fois que sa femme était partie travailler, et il lisait des passages de la Bible tout en se masturbant sur des seins précédemment enlevés avant d'en découper un pour que tout le monde puisse manger un morceau. Thomas a dit qu'il avait participé à près d'une douzaine de ces soi-disant rituels et qu'il avait été témoin de 2 meurtres. Il prétendait que Goethe avait le pouvoir de faire aux gens ce qu'il voulait et était convaincu qu'il avait une sorte de connexion surnaturelle. Il avait peur de ce qui pourrait arriver s'il désobéissait à Goethe. Les 4 hommes ont été détenus au centre correctionnel de Pontiac après leurs interrogatoires, bien que Goethe n'ait toujours pas craqué. Beaucoup d'alarmisme a entouré Goethe au fil des ans. Bien sûr, ces actions sont odieuses et ne peuvent être réalisées que par quelqu'un ayant l'esprit le plus tordu et un sens des moralités déformées. Mais les rumeurs abondent qu'il était surnaturellement puissant, qu'il pouvait commander aux gens de faire leur offre et il ne pouvait pas regarder dans ses yeux. Au final, l'équipe de Rupert l'a regardé dans les yeux. L'équipe de Rupert a finalement été jugée. Gecht n'a pas été jugé pour les meurtres car il a refusé de parler à la police. Au lieu de cela, en 1983, il a été reconnu coupable de tentative de meurtre, d'enlèvement aggravé, d'agression sexuelle déviante et de viol pour l'attaque sur Beverly, Washington. Il a été condamné à 120 ans de prison. Avant d'être condamné, le juge, Francis Mahon, lui a dit « Seul un diable ferait ces choses ». Un animal ne ferait pas ces choses, mais un monstre le ferait. Le juge a souligné la chance de Goethe que Beverly ait survécu après qu'il l'a laissée pour morte. Sinon, il aurait été jugé pour son meurtre. Goethe sera éligible à la libération conditionnelle en 2042 et à ce moment-là, il aura 89 ans. Spritzer, en 1984,
a plaidé coupable de meurtre dans les affaires de Schwemak, Rose Davis, Sandra Delaware et Raphaël Tirado, ainsi que des accusations de tentative de meurtre, d'enlèvement aggravé, d'agression sexuelle déviante et de viol. Il a été condamné à perpétuité sans possibilité de libération. 2 ans plus tard, il a été reconnu coupable de meurtre et d'enlèvement aggravé et de la mort de Linda Sutton, le parquet réclamant la peine de mort. Alors que son avocat de la défense prétendait qu'il était immature, impulsif et simpliste, ajoutant qu'il cherchait à plaire aux gens, il chassait les femmes en meute. Finalement, Spreitzer a été condamné à chasser les femmes en meute. Finalement, Spreitzer a été condamné à mort, bien qu'en 2003, sa peine ait été commuée en peine de tous les détenus du couloir de la mort. En 1985, Andrew Koukourális a été reconnu coupable de meurtre, d'enlèvement aggravé et de viol dans le cadre du décès de Rose Davis. Comme avec Spritzer, son avocat a noté qu'il était un suiveur et un homme qui cherchait à plaire aux gens plutôt qu'un meneur. Il a été condamné à perpétuité, sans libération conditionnelle, pour sa participation au meurtre de Lauren Borowski et exécuté par injection létale le 17 mars 1999. Injection létale le 17 mars 1999. Avant sa mort, il aurait refusé son dernier repas, présenté ses excuses à la famille de Lauren et cité des versets de la Bible. Thomas Koukourális a également été condamné dans l'affaire Lauren Borowski. Il a aidé à établir un aperçu des nombreuses peines de mort de l'équipe des Reapers. Il a fait appel de sa condamnation et a reçu la peine de mort. Il a fait appel de cette condamnation cependant et a obtenu un nouveau procès, mais a ensuite décidé de plaider coupable de meurtre en échange d'une peine de 70 ans. D'autres charges contre lui ont été abandonnées grâce à cet accord de plaidoyer. Il devait être libéré sous parole en 2017, mais n'a pas réussi à trouver un lieu de résidence approuvé. En conséquence, il a été libéré sous parole le 29 mars 2019 et a commencé à vivre à Aurora, Illinois.